La fin du pétrole est annoncée, le réchauffement climatique confirmé. Dans ce contexte de transition difficile, quelles sont les réponses possibles pour l'énergie de demain? Pierre Millet et son équipe du laboratoire d'Orsay développent des recherches pour répondre à ce défi. Ils nous proposent une solution prometteuse, l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est un élément qui est très abondant dans la nature et on le trouve non pas sous forme d'hydrogène diatomique H2, mais on le trouve donc sous forme gazeuse, mais on le trouve sous forme chimique combinée, par exemple dans l'eau de mer. L'eau, c'est une molécule qui contient donc 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Donc on peut considérer que c'est un élément qui est très abondant à la surface de la Terre, mais qui n'existe pas sous la forme qui permettrait de restituer de l'énergie. Il existe différentes façons de produire de l'hydrogène. Je m'intéresse à la production d'hydrogène à partir de la molécule d'eau parce que cette molécule d'eau, cette façon de produire de l'hydrogène, s'insère dans un cycle énergétique complet qui permet de valoriser les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'énergie solaire radiative ou l'énergie éolienne, produire cet hydrogène, satisfaire les besoins énergétiques, et tout ça sans émettre de composés chimiques polluants. Voilà, c'est ça l'idée directrice. Donc si vous voulez, l'électrolyse de l'eau, c'est un moyen qui permet relativement simplement de fabriquer de l'hydrogène. Ça signifie qu'on utilise le courant électrique pour casser la molécule d'eau et la décomposer en ces éléments constitutifs que sont donc l'hydrogène et l'oxygène. Je vous présente ici un dispositif de production d'hydrogène qui est un électrolyseur de type PEM. Son fonctionnement est relativement simple. On apporte ici de l'eau, une alimentation électrique et donc par un procédé électrocatalytique, on va séparer la molécule d'eau, dissocier la molécule d'eau en hydrogène et oxygène. Et vous avez ici donc la production d'oxygène et ici la production d'hydrogène. Donc l'intérêt de cet équipement, de cet électrolyseur, est de produire donc de l'hydrogène avec un très haut rendement, produire un hydrogène pur et un oxygène également pur. Les premiers électrolyseurs PEM, en fait, on les a trouvés en fait dans les stations Apollo, en fait, pour la production d'oxygène et également la production d'eau. Aujourd'hui, le seul petit inconvénient de cette technologie-là, c'est qu'elle nécessite effectivement une qualité d'eau relativement importante. On a besoin d'une eau relativement pure, désionisée, pour obtenir un fonctionnement sur des dizaines d'années sans perte de performance. Donc aujourd'hui, en fait, il est nécessaire d'utiliser un système de purification directement en fait, sur l'électrolyseur pour assurer son bon fonctionnement dans le temps. Je voudrais juste insister sur le caractère innovant en fait, de ce concept-là. Nous avons déjà il existe différentes technologies d'électrolyse, notamment les électrolyseurs alcalins, qui fonctionnent déjà depuis beaucoup d'années. On arrive ici avec une technologie un peu différente, où là, dans ce cas, on utilise un électrolyte solide, qui est une membrane polymère étanche, par opposition donc, à l'électrolyseur alcalin, qui utilise un électrolyte liquide. Donc, cet électrolyte liquide pose un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes de corrosion, que nous ne retrouvons pas dans ces technologies innovantes. La membrane est au cœur de l'électrolyseur, donc de la production d'hydrogène. Mais comment cette membrane parvient-elle à transformer de l'énergie électrique en énergie chimique? Dans son laboratoire de chimie moléculaire, Pierre Millet nous explique quelques aspects de ses recherches. C'est une cellule d'électrolyse. C'est-à-dire que vous avez les 2 dépôts noirs qui sont de part et d'autre, ça représente 2 électrodes, et la membrane nafion qui est au milieu, eh bien c'est l'électrolyte, c'est donc un électrolyte solide, alors qu'habituellement on utilise plutôt des électrolytes liquides. C'est une membrane que l'on qualifie de conductrice protonique. Conductrice protonique parce que, à l'intérieur de cette membrane, donc, il y a des microdomaines ioniques, à l'intérieur desquels les protons peuvent se déplacer et migrer librement. Ça, c'est une petite dimension. Là, on quitte finalement le domaine de la recherche académique, parce que d'une part, il fallait réaliser ces objets-là
avec un bon contact entre le métal et le polymère. Donc on l'a fait sur des petites dimensions. Ensuite, ici, on passe carrément sur des surfaces un petit peu plus grandes, de 25 cm². Et ensuite, bien sûr, on passe le relais à des industriels qui, eux, vont adapter le procédé sur des surfaces encore plus grandes, entre 250 et 500 cm², et ils vont regarder de plus près la façon dont on va pouvoir monter ces systèmes membranes-électrodes sur des électrodes métalliques conductrices de courant, de façon à pouvoir faire des électrolyseurs de puissance, c'est-à-dire des systèmes qui vont être capables de produire jusqu'à plusieurs mètres cubes d'hydrogène par heure de manière relativement compacte. Tout l'enjeu de la recherche aujourd'hui, ça consiste à remplacer le platine par d'autres métaux ou d'autres systèmes électrocatalytiques qui sont moins chers. Dans le cadre du partenariat que l'on a monté donc avec l'Université d'Orsay sur la thématique électrolyse, nous avons donc deux objectifs. L'un est de pouvoir produire de l'hydrogène sous pression, puisque l'un des grands avantages en fait, de la technologie de production électrolytique d'hydrogène, c'est de pouvoir pressuriser de l'hydrogène, donc produire de l'hydrogène sous haute pression, voire très haute pression, avec un excellent rendement. Faire de l'hydrogène, c'est bien, mais cet hydrogène, si on veut l'utiliser au moment où on en a besoin, c'est-à-dire par exemple la nuit ou quand on veut se déplacer, il faut pouvoir le stocker. Alors le stocker, il existe différentes techniques, je vais en citer deux principalement. La première, ça consiste à le pressuriser et à le stocker dans un emballage, dans une bouteille. Bon, ça les gens connaissent. La deuxième possibilité, c'est d'arriver à le faire réagir avec un métal et, ce faisant, d'obtenir un composé qu'on appelle un hydrure, de façon à pouvoir en stocker des grandes quantités, mais sans avoir le risque de la pressurisation. Voilà. Alors finalement, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on envoie l'hydrogène qui sort de l'électrolyseur, on le sèche, et ensuite, on le met en contact avec le métal qui a été sélectionné. Parce qu'il y a plusieurs métaux qui sont susceptibles d'être utilisés. L'hydrogène arrive, c'est donc un gaz, il rentre au contact de ce métal, et à ce moment-là, il se produit un processus de dissociation. La molécule d'hydrogène s'absorbe à la surface du métal, se coupe en deux, et pénètre à l'intérieur du métal. C'est-à-dire que le gaz se dissout dans le métal, ce qui est une expérience un petit peu troublante, mais qui est une expérience qui marche très bien. L'hydrogène se dissout là-dedans, on peut en mettre des grandes quantités, et l'intérêt de cette réaction-là, c'est qu'ensuite, lorsqu'il est plein, lorsqu'on ne peut plus faire rentrer d'hydrogène dedans, et bien par contre, on peut le faire ressortir, éventuellement en chauffant un petit peu, de façon à ce que le métal restitue l'hydrogène qu'il a absorbé. Dans cette bouteille, donc, qui contient des hydrures métalliques, qui fait à peu près un demi-litre, nous stockons environ 150 litres d'hydrogène. Nous avons choisi de placer ce stockage d'hydrogène à l'intérieur d'un véhicule. Donc nous avons choisi pour une démonstration une trottinette. Donc cette hydrure est placée dans cette trottinette et nous avons également mis en œuvre une pile à combustible d'environ 200 watts. L'originalité, c'est que l'on va pouvoir recharger en énergie via l'hydrogène cette application par l'intermédiaire d'un électrolyseur PEM, donc couplé à une énergie renouvelable. Ici, nous avons donc une cellule photovoltaïque, un panneau solaire. Cet électrolyseur vient recharger cette hydrure directement sur la trottinette. Donc, nous n'avons pas à sortir l'hydrure du véhicule, il n'y a aucun échange de bouteilles. Donc c'est exactement le même principe que lorsque vous allez remplir le réservoir de votre voiture. Donc cette opération de remplissage des 150 litres dure environ un quart d'heure. Et une fois l'opération de remplissage terminée, nous déconnectons tout simplement l'alimentation hydrogène et la trottinette est fonctionnelle pour environ 3 heures. Donc par rapport aux batteries, que l'on pourrait mettre aussi en œuvre sur ce genre de véhicule, nous avons une autonomie qui est de 2 à 3 fois plus importante, avec surtout un temps de remplissage qui est probablement autour de 10 fois plus rapide. Et nous pouvons donc étendre ce concept-là à différents types de véhicules. On peut évoquer les scooters, on peut évoquer également les petites voitures captives, type voiture de golf, ou des voitures qu'on pourrait trouver dans les mairies en libre service pour les touristes. Dans le cas d'un véhicule à pile à combustible, l'intérêt premier, c'est que le système ne rejette que de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun polluant
qui sort du véhicule, à la différence de tous les moteurs à combustion, y compris même les moteurs à combustion utilisant des biocarburants. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'il est possible que dans un avenir proche, cette filière hydrogène se mette en place et se substitue aux produits pétroliers? Il me paraît clair qu'on ne peut pas imaginer que de but en blanc, du jour au lendemain, on dise « Ok, on arrête d'utiliser le gaz naturel, on arrête d'utiliser le pétrole et maintenant on utilise de l'hydrogène ». Il va y avoir une période de transition pendant laquelle, probablement graduellement, un nombre croissant d'applications utilisant l'hydrogène vont voir le jour, vont se développer. Et progressivement, on peut imaginer que, alors sans être prophétique jusqu'à horizon 2050, graduellement, on aura une augmentation de la production et de l'utilisation d'hydrogène pour les applications énergétiques quotidiennes et une diminution de l'utilisation des produits pétroliers que sont le pétrole et le gaz naturel principalement.